Chers amis de Ruralitique, bienvenue à ce sixième épisode de la saison 2 des lundis de Ruralitique. Rendez-vous informel s'il en est autour d'un intervenant qui va nous parler de ruralité, de jeunesse et accessoirement de numérique. Une manière pour Ruralitique de préparer son édition 2021 qui se tiendra les 24, 25 et 26 août prochains à Aurillac et dont le thème sera jeunesse rurale, avenir égal. Et on est ravis d'accueillir ce soir Thibaut Renaudin. Thibaut a plusieurs casquettes. Euh, on ne les voit pas toutes à l'écran, mais la première, c'est que c'est le jeune maire de Termes d'Armagnac dans le Gers, un ravissant village de 200 habitants, dont il est l'édile depuis le mois de juin dernier. Mais avant ça, bien entendu, il était extrêmement impliqué dans tout le combat rural, puisqu'il est vice-président de Bleu, Blanc, Zèbre, que certains d'entre vous connaissent certainement, et également président d'INSIT, qui est le dispositif dont on parlera particulièrement ce soir avec notamment les Erasmus ruraux. Donc, sans plus attendre, Thibaut, la parole est à toi pour compléter la présentation que j'ai faite de toi et puis nous parler des initiatives entreprises par INSIT avec et pour les jeunes. Merci beaucoup pour ton introduction. D'abord, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. J'avais eu la chance de participer à l'édition 2020 de Ruralitique, un contexte déjà qui était un peu particulier, mais de me déplacer pour vous rencontrer, j'y avais pris beaucoup de plaisir. Et puis, d'abord, je trouve que l'initiative est extrêmement intéressante et fort utile surtout. Donc, très heureux d'être avec vous ce soir. Donc, en effet, j'ai la chance d'être maire d'un village de 200 habitants dans l'endroit le plus beau du monde, bien entendu, qui est le Gers. Et mon village qui est le terminus de l'Armagnac au-dessus de la plaine de la Dour face aux Pyrénées, ce qui est un endroit où il fait bon vivre à tous les sens du terme et voilà, où on revendique le droit du cœur, et ni celui du sol, ni celui du sang, mais bien celui du cœur, parce qu'on croit à la force de ce cœur qui bat en nous, au sens propre comme au sens figuré du terme. Donc, je suis à la fois maire, je suis à la fois vice-président de ma communauté de communes petite, 7000 habitants, 24 communes, sur les questions d'attractivité et de communication. Euh, voilà, et je suis également président d'ici un site historique dans mon village qui gère un site du XIIIe siècle, donc ça depuis un certain nombre d'années, depuis une vingtaine d'années, qui a été un peu d'ailleurs à l'origine de ma réflexion sur la création d'InSite, qui s'appuyait sur cette réalité-là d'abord. Et puis, je suis alors non pas vice-président de Bleu Blanc Zèbre, mais je suis délégué général de Bleu Blanc Zèbre et donc président d'INSIT, dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est un jeune réseau qui est né il y a 2 ans et demi. On est passé au journal officiel le 14 juillet 2018, tout un symbole. Et j'ai eu envie de créer ce réseau sur un double constat. D'une part, que dans nos territoires ruraux, euh, qui sont nombreux dans ce pays, 38 000 communes rurales, il y avait énormément d'initiatives, beaucoup de gens qui faisaient des choses extraordinaires tous les jours, avec comme, en plus de leur envie, de leur détermination, quelques traits communs que sont le manque de moyens financiers, souvent le manque de moyens humains et en inventant tous les jours des choses extrêmement étonnantes et utiles et dans le plus grand anonymat, souvent, y compris même dans leur propre territoire. Ça, c'était le premier constat que je faisais. Je me disais, là, il faut faire quelque chose. Donc, on est 6 mois avant les Gilets jaunes. Et le deuxième constat que je fais, enfin, ce n'est pas moi qui le fais, hein, tous les chiffres le montrent, la jeunesse française est une jeunesse qui est très très impliquée, très engagée. Souvent, dans la grande zone Europe, c'est la deuxième la plus impliquée, après les jeunes Islandais, et là aussi ça se sait peu ou mal.
et c'est ceux qui donnent le plus en termes de dons par rapport à leur pouvoir d'achat. C'était, ça c'est des chiffres d'il y a 3-4 ans, c'était 2,6% de leur budget, alors que les plus de 70 ans, qui donnent eux le plus en valeur absolue, c'était 2,4%. Vous voyez quand même que, et malgré tout, on a une image de notre jeunesse dans sa grande diversité qui est souvent difficile et surtout pas juste. Donc, je me suis dit, il faut essayer de réunir ces deux éléments. Et pour ce faire, j'ai eu cette idée qui est un peu outrecuidante de dire on va inventer un Erasmus rural. Alors, bien sûr, le dispositif d'Erasmus rural n'a absolument rien ni d'Erasmus ni du dispositif européen. C'était juste de dire on va mobiliser des jeunes en service civique dans un premier temps, et on va voir qu'on va élargir un peu ce dispositif. On va investir des jeunes qui ont une mission d'intérêt général au service de ceux qui font. Et on va leur proposer de vivre en colocation dans des villages de quelques dizaines, quelques centaines d'habitants et s'impliquer au service de ces héros du quotidien. Moi, je les appelle les héros du quotidien parce que les maires ruraux, les responsables associatifs, les commerçants, les artisans, les paysans sur nos territoires inventent tous les jours des choses extraordinaires et sont pour moi des vrais héros. Et donc, on va non pas avoir un dispositif national qui trop souvent descend un peu en disant voilà, on va vous expliquer comment dans la ruralité il faut vivre et ce qu'il faut inventer, mais non, un dispositif où on va dire à des jeunes, avec vos talents, vos compétences, votre regard neuf, vous allez vous mettre au service de ceux qui font. Voilà, vraiment dans une démarche ascendante. Et donc, en se disant que l'Erasmus, ben, ce côté universalisme, ce côté voyage, ce côté découverte, ce côté partage que peut avoir le dispositif Erasmus, et également un peu universaliste et européen, hein, eh ben, ça ne dépend, ça n'a pas de raison d'être juste restreint aux seules métropoles, qui sont des espaces extraordinaires, nos grandes métropoles européennes, mais dans nos ruralités, dans nos territoires ruraux, il y a aussi de l'universalisme, il y a aussi de l'excellence, il y a aussi des aventures humaines extraordinaires. Et donc, on se dit ça. Bon, donc il y a 2 ans et demi, bon, on avait cette idée-là. Bon, on prend 2 ou 3 apéros autour de ça, puis on trouve que l'idée, elle est vraiment géniale. Et puis après, il faut le confronter au réel. Donc, on essaie de voir un certain nombre d'élus, de ministres à l'époque, de gens, de préfets, de régions, hein, pour leur dire, bon, ça c'est un peu du délire ou ça peut avoir une utilité. Et force est de constater que tout de suite, ça a plu et donc on a créé, il y a bientôt 2 ans, on a mis en place les premières missions d'engagement dans 3 départements d'Occitanie, qui étaient la Haute-Garonne, le Gers et le Lot. Sur des sujets, moi au début, parce que je m'appuyais sur mon expérience, on va investir ces jeunes sur la question du patrimoine. Parce que le patrimoine historique, culturel est souvent très riche dans nos territoires ruraux. Et on s'est dit, ça peut être bon, et en fait, on s'est rendu compte qu'entre l'idée et la réalité, les choses étaient souvent bien différentes et qu'en fait, il y avait une multiplicité de besoins. Et que chaque village avait ses problématiques, ses dynamiques propres et qu'il fallait surtout pas essayer de caler quelque chose. Donc, globalement, on s'est dit, on va mettre des jeunes. Alors, la phase, elle se découpe en plusieurs temps. D'une part, il y a tout un travail des équipes d'INSIT auprès des élus locaux et des acteurs de territoire d'analyse des besoins, des conditions diverses et variées, parce qu'on ne demande, alors ça c'est une spécificité à INSIT aussi, on demande zéro, c'est-à-dire zéro argent. Ça c'est quand même un peu étonnant en société, mais on dit simplement faciliter l'hébergement de ces jeunes. Voilà, soit vous arrivez à les héberger, parce que c'est bien, parce qu'ils vivent là, parce que c'est des gens, c'est de nouveaux visages qui vont passer 6 mois dans le territoire, et donc c'est des nouveaux visages qui vont vivre là, et on veut qu'ils vivent là, qui connaissent les gens, qui vivent avec eux. Voilà, parce que pour leur parcours, leur propre parcours, c'est tout à fait essentiel. Voilà, ça c'est agréable. Voilà, là je vois qu'il y a des gens sérieux à la Fondation RTE qui lèvent leur verre, et ça, Frédéric, ça me fait plaisir. On dirait bien que c'est de l'Armagnac. C'est de l'Armagnac que tu as, non? Alors, c'est du floc. C'est très bien, c'est très bien. De Gascogne. Je te félicite. Et donc, il y a une étude un peu sur le territoire pour comprendre et analyser, bien expliquer quelle va être l'action de ces jeunes en service civique qui ne vont pas
faire n'importe quoi, mais qui vont bien avoir des missions particulières en plus de vivre. Et puis après, on recrute des jeunes, non pas sur une mission in-site. D'ailleurs, les jeunes, ils ne viennent pas faire un service civique chez in-site, ils viennent faire un service civique à, euh, à Sainte-Christie d'Armagnac, pas très loin d'ici, sur un casse-tête de l'an 1000, plus sur un tiers-lieu et sur la lutte contre la fracture numérique. Voilà, c'est là. Et ils vont travailler avec Thierry, Thierry Saint-Martin, qui est le maire de. Voilà. Donc il y a à chaque fois une fiche très très précise. On éditorialise beaucoup l'action parce que d'une part, il faut donner envie à des jeunes de venir dans des endroits qui sont des fois souvent difficiles d'accès, parce qu'on arrive à envoyer des jeunes dans des villages le plus petit que l'on ait. Il est dans le Sartenay, dans le sud de la Corse, Arjoustat. Il y a 77 habitants, Arjoustat. Et c'est pas, on n'est pas au bord de la plage. Hein. On est vraiment, on est dans les terres, on est accroché à la montagne corse, un endroit magnifique. Mais c'est rude, quoi. C'est rude. Et donc, là, on y a encore des jeunes là dans la période hivernale. Ce ne sont pas les périodes les plus faciles, même si la Corse est toujours belle. Donc, on fait tout ce travail-là et donc on a adapté nos missions en fonction des besoins du territoire. Qu'est-ce qui est apparu très vite? C'est la question du lien, la question du lien, la question de la connectivité des gens, au sens large du terme. C'est-à-dire, on peut avoir des projets autour de la question des jardins partagés. La question environnementale est une question importante. On peut avoir des missions autour de la question patrimoniale. On peut avoir des missions autour du lien social. On peut, mais autour de la question de la rupture numérique, qui est un élément très, très important. Mais surtout, c'est le besoin de lien. Et ce dispositif, il répond à deux choses. Le premier, on commence, mais c'est lutter contre la question du déclassement. On sait dans nos territoires ruraux que la place des services publics a diminué beaucoup. La question du travail, pas facile. La question de la mobilité, pas simple. La question de la santé, pas évidente. Donc, la question du déclassement, elle est réelle. Donc, on va agir contre cette question du déclassement auprès des acteurs. Et deuxième élément, on va lutter contre le sentiment de déclassement, qui est encore autre chose, et qui génère chez un certain nombre de nos compatriotes des sentiments qui ne sont pas les miens, qui ne sont pas les nôtres. Le refus de l'autre, le repli identitaire, on est bien chez nous, on n'est pas dans le monde, on n'est pas dans la société, bon voilà, on nous en veut. Ce n'est pas notre sentiment. Plutôt des gens qui travaillent en transversalité et en coopération, ouverts sur le monde. Chaque fois qu'on se développe d'ailleurs dans un village, c'est forcément le plus beau village du monde. Quand on arrive dans un département, c'est forcément le plus beau. Et c'est vrai. Et c'est vrai que dans chacun de nos territoires, il y a des spécificités, des engagements, des implications qui font qu'on a des gens merveilleux qui s'y impliquent. Et donc la question du numérique, elle est importante. Bon nombre de nos partenaires, je pense à la MGEN, je pense à G2R La Mondiale, je pense à la Maïf, ont insisté également au début auprès de nous pour dire, voilà, là, il y a une question à travailler. Il n'était pas facile, cette question-là. Et on s'est rendu compte qu'il y avait souvent des ateliers, quelquefois des ateliers numériques. Gisèle, Georgette, Pierrot vont passer une heure le mercredi après-midi pour voir comment utiliser sa tablette, voir comment, etc. Et puis Pierrot, quand il rentre à la maison et que la tablette, elle plante, ou que l'ordinateur ne se démarre pas comme il faut, ou que eh ben, on n'a plus ou pas assez de liens. Et le fait de mettre des jeunes au contact directement, et qui sont là tout le temps, et qui sont joignables facilement, et qui peuvent se déplacer, ça facilite, globalement, qu'est-ce qu'on dit? Ben, on replace un peu l'humain au centre. C'est un peu ça l'idée. Et donc, on a une accessibilité plus facile et un contact plus facile. Et donc, la question numérique, alors qu'elle n'était pas à l'origine de notre projet, elle était un peu sous les radars, elle est arrivée comme un élément central, très important. Et dans le Gers, comme je le disais pour vos départements de France, on est en train de développer avec Orange et avec un groupement d'intérêt public qui s'appelle Gers Solidaire et qui réunit à la fois, qui est beaucoup autour de l'aide alimentaire, qui est un groupement d'intérêt public unique en France, qui regroupe à la fois la banque alimentaire, le secours catholique, le secours populaire, un petit peu les restos du cœur, et qui travaille sur cette question-là. Et bien avec ensemble, on va travailler sur des tiers-lieux solidaires en territoire rural.
Donc, notre porte d'entrée est la question de la solidarité, de l'aide alimentaire. Et on voit qu'aujourd'hui, les chiffres, y compris dans nos territoires ruraux, les besoins alimentaires, enfin moi sur ma communauté de communes, c'est x2. Pour vous donner une idée, hein, c'est x2. C'est-à-dire le nombre de personnes entre il y a un an et aujourd'hui, c'est x2. Donc, et ce n'est pas un territoire c'est pas Versailles, mais ce n'est pas non plus un territoire pauvre. Chacun a un petit bout de terrain, l'accessibilité, il y a des solidarités locales, il y a, bon, on peut faire un jardin facilement, etc. David connaît bien ce territoire. Voilà, c'est un endroit où il fait bon vivre. Mais sur ce territoire, pour vous dire, sur 7000 habitants, on a 200 personnes maintenant qui viennent sur les questions d'aide alimentaire. Bon. Donc, c'est un enjeu majeur. Donc, à partir de cette aide alimentaire-là, on va essayer de travailler d'autres choses. Et la question numérique va être un élément central de notre développement et on va tester ça sur trois tiers-lieux solidaires du Gers et toujours en partenariat parce que la matrice aussi de notre projet, c'est de l'échelle locale, micro-locale, à l'échelle nationale, c'est de renforcer les transversalités. Il faut qu'on soit utile. Enfin, moi, j'ai passé l'âge de mettre en place des dispositifs qui existent pour eux-mêmes et où on se satisfait dans des cocktails de faire des choses utiles et intelligentes et d'alimenter des structures pour alimenter les structures. C'est pas mal, ça fait vivre des gens, mais enfin, moi j'ai un peu passé l'âge de faire ça. Donc l'idée, c'est qu'on soit le plus utile, le plus connecté. Pour être le plus utile, le plus connecté, plus on met des cerveaux en batterie, moins on est couillon globalement. Donc le projet, c'est bien celui-là. Et quand on discute avec Frédéric de l'étude d'impact, par exemple, eh bien voilà, c'est une des démarches qu'on a mises en place là, alors qu'on est une toute jeune structure, ben, dès le début, de travailler sur ça marche pas, c'est utile, c'est pas utile. Donc ce petit projet moi je dis souvent, je suis entre l'artisan et l'épicier, quoi. C'est un peu entre les deux. Ben, ce petit projet qu'on a fait grandir, ben, il se développe x3 chaque année. Donc cette année 2021, on va être dans une cinquantaine de villages, dans 5 régions, et on va investir une centaine de jeunes. Voilà. Au service de nos territoires. Ça va assez vite. On est plutôt sur une période un peu, on essaye de freiner parce que l'idée c'est de pouvoir maîtriser ce développement de façon intelligente et surtout concertée en permanence. Et ça prend du temps. Mais c'est une petite aventure qui se développe bien, contre laquelle, et c'est peut-être là-dessus que je pourrais terminer parce que je parle beaucoup, on a joué un peu quelque chose qui ressemble pas mal à ce qu'on est en train de faire là, qui est un dispositif qu'on appelle artisan d'idées, avec un dispositif qui est les cafés de campagne. Donc vous avez peut-être entendu parler, où on a testé ça pendant le confinement l'année dernière, toutes les semaines, le premier confinement. Toutes les semaines, on animait un temps, dans le cadre d'une coalition solidaire menée par AG2R La Mondiale, sur les questions de ruralité. Et donc, voilà, on avait un témoignage toutes les semaines, c'était le mercredi. Et petit à petit, ça a créé une communauté. On est à plusieurs centaines maintenant de personnes qui sont liées à cette communauté-là. Et donc, pendant l'été, on s'est dit, on va faire un peu des grillades et puis on revient juste après. Et on va réfléchir à quelque chose d'un peu plus professionnel. Et on a créé ce qu'on appelle les cafés de campagne. Donc, la semaine prochaine sera le 5e café de campagne où on met en lumière un maire, un projet qui peut participer à être réplicable ailleurs. Et on l'a vu dans nos cafés de campagne et les cafés de confinés au début, un projet qui se fait à Saint-Bertrand-de-Comminges, dans le sud de la Haute-Garonne. Ça peut être utile pour un projet dans le sud de la Corse. Donc on casse l'atomisation de la ruralité, ce que Ruralitique fait remarquablement bien. C'est-à-dire, on connecte des acteurs, on fait se rencontrer. Parce que la ruralité, c'est avant tout la convivialité, c'est le lien, c'est le lien. On aime son voisin ou pas, on vit avec. Et souvent, on ne l'aime pas, ce couillon. Mais on vit avec parce qu'on est à côté. Donc, on est obligé de créer des externalités qui sont un peu du solidaire, un peu du compagnonnage, un peu du… Voilà. En tous les cas, on vit avec. Voilà. Et donc, ces cafés de campagne fonctionnent bien. On a vraiment une belle communauté. On a eu l'honneur d'accueillir il y a 2 mois Michel Fournier, le président des maires ruraux.
Le mois dernier, le secrétaire d'État à la ruralité, Joël Giraud, qui est venu nous parler avec sa gouaille habituelle des questions de ruralité. Bon, voilà. Et donc, on travaille ce petit sillon. Là, on est aussi un peu des petits paysans. On est dans la polyagriculture. On fait un peu de débat, un peu d'action, un peu d'apéro, un peu de convivialité, mais aussi un peu de labeur. Et on essaye donc, InSite vraiment repose sur ces deux jambes-là, à la fois cet Erasmus rural. Quand je disais tout à l'heure que pour l'instant, ce ne sont que des jeunes en service civique, c'est la réalité, mais on aurait dû déjà l'avoir des jeunes qui viennent du Québec pour venir travailler avec nous. J'espère qu'on développera d'ailleurs InSite au Québec. On va avoir des jeunes Allemands, des jeunes Européens via ce qu'on appelait le volontariat européen avant. Et donc, on va avoir des jeunes comme ça qui viennent d'ailleurs. Et puis, pour échanger, construire, moi, je crois vraiment que la ruralité est un espace euh, non seulement du présent, mais d'avenir. C'est un espace qui va permettre, je le crois, non pas de s'opposer bêtement à d'autres territoires plus urbanisés, parce que ça n'a aucun intérêt, mais un territoire qui va participer à rééquilibrer notre nation et notre République. On voit bien aujourd'hui, dans cette période de crise, que les ruralités, nos territoires ruraux, sont des territoires où une autre façon de consommer, une autre façon de vivre, de respirer, de travailler, et on le voit, là la question numérique est tout à fait essentielle, vont participer, je le crois parce que je suis trempé à l'optimisme, à faire en sorte que on rééquilibre un peu les choses et les ruralités ne seront plus perçues comme trop souvent et par un certain nombre de décideurs ou de nos compatriotes qui vivent dans les territoires urbains comme quelque chose de négligé et qui est un peu à côté du chemin du monde, à côté un peu du chemin de la modernité. Non. Dans le département du Gers, d'ici 2025, chaque habitant sera fibré par le numérique, j'entends. Donc, qu'on puisse avoir ça, c'est un coût absolument astronomique. Le conseil départemental fait un travail remarquable là-dessus. Chaque habitant, c'est-à-dire qu'on n'est pas très nombreux, un peu moins de 200 000, chaque habitant sera fibré, alors que la densité de ce département, c'est 32 habitants au kilomètre carré. C'est en plus notre numéro de département, mais 32 habitants au kilomètre carré. Et donc, s'imaginer qu'amener de la fibre à ces 196 000 habitants aujourd'hui, c'est un vrai match. Et donc, une fois qu'on va être fibré, là, ça va avoir des effets majeurs. Donc, la ruralité, c'est l'espace de demain. C'est un espace qui est joyeux, c'est un espace qui est solidaire, c'est un espace où on réinvente un peu le monde de demain. Voilà. Et donc, InSite, modestement, avec nos jeunes, et puis avec l'ensemble des acteurs qui participent un peu de cette communauté à la fois humble, joyeuse et déterminée, on va essayer d'y participer à notre modeste échelle. Vive la Merci. République et vive la France. Vive l'avant. Comme j'ai le drapeau derrière, je me permets un peu de cette. Bravo Thibaut, merci beaucoup. Merci pour cet engagement et cet humour dont tu ne te dépares jamais. Parce que si en plus on faisait ça tristement, ce serait une catastrophe. Donc merci de cette joie partagée, de cet engagement. Concernant le prochain café confiné, comment nos amis autour de la table qui potentiellement ne sont pas forcément dans les bases d'Elsa est-ce qu'ils peuvent se signaler auprès d'Elsa Ouais, directement sur le site internet, sur les réseaux sociaux et sur notre site internet, directement. D'accord, on peut s'inscrire au café de Ouais, campagne tout à fait. directement. Alors, je vais mettre effectivement l'adresse du site web. Et alors c'est intéressant, on essaye vraiment de faire vivre le débat. Bon, sur les derniers, on avait quand même entre 50 et 60 personnes qui se connectaient. Donc, ça dure une heure et quart. C'est souvent le jeudi entre 13h et 14h15. Je vous le recommande, c'est très sympa. Et d'ailleurs, notre format doit beaucoup au café confiné qu'InSite avait créé pendant la période glaciaire. Voilà. Donc, sans plus attendre vos réactions et vos questions à la présentation de Thibaut, j'en profite pour saluer Victor Provost en Eure-et-Loire, maire de Thiron-Gardais, voilà, avec mon meilleur souvenir. Aussi des vrais sujets patrimoniaux à Thiron-Gardais. Et d'ailleurs avec un grand acteur du patrimoine, puisque c'est
là que se situe la résidence secondaire de Stéphane Bern, je crois. Victor, quel est votre ressenti par rapport à ce dispositif des Erasmus ruraux? C'est même la résidence principale de Stéphane Bern. Ah En ce bon, moment, pardon. avec le confinement, c'est Ah encore ben mieux. oui, on le voit tous les matins aller L'avantage, chercher son pain. exactement. Stéphane Bern qui m'avait encouragé, je l'avais contacté au tout début, qui m'avait encouragé, j'en avais discuté avec lui après, à développer ce projet. Eh ben, voilà. Peut-être des ponts, des liens à faire. C'est très bien. Non, mais je trouve ça très intéressant. Enfin, tout ce que vous venez de dire, je partage à 200%. Justement, nous, on est en train d'essayer de réfléchir dans le Perche à comment raccrocher un petit peu les jeunes sur la vie locale, sur la citoyenneté, etc. Donc, on a déjà mis en place des choses, enfin, ce que vous avez initié avec les personnes un peu âgées qui pourraient être un petit peu exclues du numérique. On avait mis en place un perche senior qu'on avait appelé ça, avec une école, qui forme les jeunes à l'administration. Ah, Victor, il faudrait peut-être que vous coupiez votre caméra parce que votre débit semble un tout petit peu déficitaire. Préservons un peu de bande passante. Vous avez du mal à m'entendre? Voilà, ça hache un petit peu. Vous m'entendez bien? Non? Oui, mais il faudrait peut-être couper Pas la forcément. caméra pour libérer du débit en remontant. Ah, couper la caméra. Ok, je n'avais pas entendu. Voilà, allez-y, Vous Victor. m'entendez mieux? Ouais, c'est mieux. Oui, on avait mis une initiative en route avec un lycée professionnel qui formait les jeunes au service à la personne, qui du coup formait entre guillemets des personnes âgées justement à l'accès au numérique. Je Mhm. trouve que l'idée de ces cafés de campagne sont très intéressants. En tout cas, c'est quelque chose que je vais essayer de suivre et voir à dupliquer sur notre territoire, parce qu'on a besoin dans cette période d'échange voilà, de discuter. On a du mal à se voir, les gens ont du mal à se rencontrer, donc il y a besoin d'échanger. C'est extrêmement intéressant. Et donc, voilà, comment faire participer les jeunes à toutes ces initiatives, c'est ça qu'on recherche tous sur nos territoires. Ce qu'il faut Bravo. préciser, merci. Ce qu'il faut préciser, c'est que moi, je dis toujours qu'on fait venir des jeunes d'ici et d'ailleurs. Donc, il y a une part des jeunes qui habitent là. Et il y en a une grande part qui vivent d'ailleurs, qui viennent d'ailleurs. Et dans ceux qui viennent d'ailleurs, il y a à la fois parce que maintenant on commence à avoir un petit peu de recul, il y a des gens qui sont en année de césure, un peu d'études. Il y a des gens qui ont déjà commencé un peu à bosser. Il y a des gens qui sont un peu, qui savent pas trop, qui ont arrêté les études, voilà, qui sont un truc. Et il y a beaucoup de jeunes. Je ne mesure pas. Alors, dans notre étude d'impact, on va le voir, on va sortir des chiffres dans les 15 jours. Donc, j'y verrai plus clair. Mais on a beaucoup de jeunes qui changent d'orientation après avoir fait ce qu'ils ont fait dans nos villages. Et il y en a certains qui s'y installent. Et il y en a certains qui trouvent un boulot localement. Et ça, c'était quand même un des rêves les plus dingues que je m'étais dit, c'était de dire, comme je l'ai fait dans mon petit village, à Terme d'Armagnac, où autour de ce site médiéval, j'étais la première structure à prendre des jeunes en service civique du Gers, dans le domaine culturel. Et grâce à ça, ça a créé, j'en ai pris 3 tout de suite, 2 et 3, et ça a tout de suite créé un besoin. Ce besoin crée un modèle, et ce modèle permet d'embaucher. Et moi, dans ma structure, j'en ai embauché 2. Voilà, je suis passé de 1 salarié à 3 salariés, ce qui est dans un village de 200 habitants, ce qui n'est quand même pas une paille. Donc, et je me suis dit, ça, c'est possiblement réplicable. Et donc, là, je vais faire de mon ancienne école, qui est malheureusement fermée depuis 2 ans et demi, là où j'ai grandi, eh bien, je vais en faire un lieu où je vais déporter mon relais de la poste, un petit relais de la poste, dans lequel je commence à faire une petite épicerie avec des produits locaux, des produits où les gens sont fiers, où on raconte des histoires, on met au mur la tronche des gens qui vendent de la confiture, qui vendent du foie gras, on raconte une histoire. Et
Et dans cette école, eh bien, on va y faire aussi un bar, on va y boire des coups, on va y jouer avec les personnes âgées, on va développer de l'activité. Je suis sûr que là, aujourd'hui, enfin, je le sais, je n'ai pas de modèle économique en dehors de l'ouverture des matinées, parce que j'ai un accord avec la Poste qui me permet, dans ce relais de la Poste, de payer quelqu'un toutes les matinées. Mais l'après-midi, je ne peux pas l'ouvrir. Mais donc, je vais y mettre ces jeunes en service civique. Et je suis convaincu que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, j'en sais rien, mon modèle économique me permettra d'élargir le temps de travail de la personne qui travaille sur la Poste. Et j'en suis convaincu, parce qu'on crée un besoin, parce qu'on recrée, et moi je suis attaché à cet esprit de village. C'est-à-dire qu'on a souvent des villages qui sont dortoirs, où les gens ne se voient plus, même à l'intérieur de village. C'est complexe, c'est compliqué. Bon, eh ben, je suis sûr que créer des liens comme ça, il y avait le projet 1000 cafés, c'était ça qui avait été lancé par le groupe SOS. Bon, visiblement, il y en a pas beaucoup, je crois que c'est une vingtaine qui ont pu se développer. Mais je suis convaincu qu'en mettant comme ça des dispositifs où on n'a pas besoin de modèle économique, dans un premier temps, sur le moyen et le long, ça crée une activité qui permet d'embaucher et de faire vivre des gens localement. J'en suis convaincu. Si je peux me permettre d'intervenir, j'abonde complètement dans ce sens-là. Je pense il y a une donnée essentielle aussi qui vient de se passer, c'est le phénomène Covid. Donc moi, effectivement, je suis dans un cas de figure un peu particulier, vu que je suis, on va dire, un maire rural, mais en région Île-de-France, donc qui a encore une autre problématique. Et en fait, par rapport à tout ce qui a été dit là, déjà, nous, on a la perception d'avoir une demande énorme de gens. Pour l'instant, ça ne se fait pas encore, mais qui se renseignent, qui viennent de petites couronnes ou de Paris, et en fait, ils sont en train de poser la question, voilà, je vous la fais courte, mais je vends mon F3 à Paris 340 000 euros, qu'est-ce que je peux avoir en Seine-et-Marne avec 500 mètres carrés de terrain pour tenir le futur confinement de mes enfants? En gros, c'est ça la démarche. Donc exactement sur la même problématique, on a aussi, nous, l'avantage maintenant, c'est qu'on a la fibre qui est en train de se faire déployer. Et donc, en fait, par exemple, là, on se rend compte qu'on a, par exemple, des institutions comme la ville de Paris qui est en train de se renseigner pour mettre le plus possible de ses agents en télétravail. Et donc, finalement, nous, dans un rayon de 100 bornes autour de Paris, on peut récupérer des nouveaux habitants qui peuvent venir s'installer ici et qui travailleront à domicile en allant, par exemple, un jour ou deux simplement sur leur lieu de travail. Ça change complètement la donne et les perspectives. Mais là, actuellement, on a aussi, et je rejoins ce que disait Renaud un petit peu plus tôt, on a un travail énorme d'éducation à faire, c'est-à-dire que des jeunes de nos territoires, à 60 km de Paris, pour eux, c'est complètement normal d'aller faire un stage sur Paris. Quand un jeune de Paris allait faire un stage en Seine-et-Marne, mais pour lui, c'est le Paris-Dakar. C'est même pas en rêve. Et par rapport à ça, on a aussi quelque chose à solutionner, c'est que c'est souvent dans ces jeunes majeurs ou ces post-ados, on a souvent le problème de la notion de transport. Alors c'est vrai qu'effectivement, si on est sur un axe francilien où on a une gare à proximité, effectivement, les jeunes viendront, mais dès qu'on fait de la proposition justement de travail en zone purement rurale, là on a un déficit total de demande parce qu'ils n'ont pas l'accès pour pouvoir venir avec un système de transport en commun. Ou alors, d'ailleurs, c'est le parcours du combattant, quoi. Il faut 2h30 pour faire 40 ans, c'est un enfer, et on comprend finalement que ça les démotive. Petite retour d'expérience, parce que je pense qu'on est tous, quand on fait ce genre de choses, avides de ce qui se passe ailleurs. Je reprends l'idée qu'a exposé Thibaut Renaudin tout à l'heure, justement de l'aide par rapport aux ordinateurs, par rapport aux tablettes, par rapport à ce genre de choses. Il y a une expérience qui a été hyper intéressante faite à Flagy en Seine-et-Marne, où en fait, ils ont en plus associé à ça des personnes d'un certain âge, c'est-à-dire des gens qui étaient des retraités, qui pratiquaient et qui pratiquent Internet, qui pratiquent ce genre de choses. Et en fait, on se rend compte souvent que, par contre, quand c'est des jeunes qui expliquent à des gens, moi je vois bien, il faut quand mes secrétaires m'expliquent un truc, je comprends pas tout de suite, il faut que je m'y remette plusieurs fois. Mais alors que quand c'est exposé par des gens qui ont la même problématique de perception, ça fonctionne aussi très bien. Et eux, en fait, ils ont fait un club, on va dire entre guillemets troisième, quatrième âge,
dédié à l'informatique et ça marche du feu de Dieu parce que les gens ont le même langage, ils ont la même patience, en fait, ils ont les mêmes usages aussi. Et ça, c'est quelque chose à creuser qui est vachement intéressant. Merci pour cette intervention. Deux éléments. Le premier, je crois qu'on vit une véritable révolution copernicienne avec la crise Covid. C'est que bon nombre de nos concitoyens peuvent se dire je peux continuer à avoir le même boulot et vivre ailleurs. Alors que le transfert de population, on le sait, hein, de la ville aux territoires ruraux, était majoritairement un transfert de population qui ne dépendait pas de l'emploi. Et des gens qui disaient, ben voilà, soit j'ai envie à la marge de changer complètement de vie, machin, ce qui ne représentait pas grand-chose, soit des gens retraités, soit des jeunes, et ça on le sentait déjà, des jeunes qui ont fait une très belle école, qui étaient dans une très belle entreprise et qui au bout de quelques années se disent, ça n'a pas de sens pour moi et je vais passer un CAP de menuisier et je vais travailler dans l'excellence sur ce domaine-là. Donc c'était une petite marge, mais quand même, ça se développait, ça se développe toujours. Mais là maintenant, et moi le premier, on peut travailler de chez nous. Ça nécessite de la connectivité, ça nécessite, bien sûr, mais c'est une révolution incroyable. Donc après, ça pose des questions de transport, de mobilité pour compléter ça, de connectivité, bien entendu, mais c'est une véritable révolution copernicienne. Et le deuxième élément sur lequel je rebondis, dont vous avez parlé, et sur lequel je suis très attentif, c'est les territoires ruraux en périphérie des métropoles, et en particulier de notre belle capitale. Moi, on a été appelé par le département des Yvelines pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut intervenir en département des Yvelines. Alors, au début, j'ai des collègues qui m'ont dit tu nous emmerdes, qu'est-ce que tu veux qu'on aille foutre dans les Yvelines Eh bien, le sentiment de déclassement d'un certain nombre de ruraux qui sont en périphérie de grandes agglomérations comme ça, il est des fois assez important. Et on a, je crois, là quelque chose qui est un peu sous les radars. Et cette mutation, ce transfert de population que l'on voit et qui est naturellement plus facile, c'est plus facile d'aller à 20 km de Paris ou à 15 km de Toulouse que d'aller dans le sud du Gers. Ce qui est, à mon avis, une erreur pour moi. Mais, parce que d'abord, les produits sont meilleurs. Mais en dehors de ça, c'est plus facile. C'est plus facile. Bon, voilà. Et donc, il y a un véritable accompagnement, je pense, des collectivités territoriales et des gens qui vivent là pour faire en sorte que ce transfert de population se fasse aussi dans de bonnes conditions. Alors, qu'on comprenne bien, Thibaut, parce qu'effectivement, Yannick Guillot posait la question en fait, de la mobilité, question à laquelle l'Erasmus Rural répond par le fait d'accueillir des jeunes en résidence. La plupart des cas de figure, est-ce que ces jeunes sont en colocation dans du bâti, du foncier qui appartient à la commune ou chez des habitants, des conseillers municipaux? Dans les faits, comment sont-ils logés? Bon, mais là, comme sur le reste, on fait un peu d'artisanat, et donc on est à la carte. Non, globalement, la plupart du temps, les municipalités ont un petit bout de truc à nous filer. C'est ça. Mais on est en train on développe parce que c'est une vraie question. Il y a un dispositif qui n'a pas pu marcher d'ailleurs dans la phase test dans le Couserans, en Ariège, où on est allé trop vite sur l'hébergement. La mairie nous a mis en place un lieu qui était plutôt un lieu de vacances, mais machin. Et c'était mal préparé, c'était mal accompagné. Il y avait des puces de lit. Bon, la puce de lit, elle est redoutable. Hein. Une fois qu'on l'a, bon voilà. Donc ça n'a pas pu marcher, bêtement à cause de ça. Donc on est très très attentif sur cette question-là. Mais vous voyez, le premier jeune qui est venu, premier jeune volontaire à INSEAD, il y a 2 ans, il est étudiant en école d'ingénieur à Lyon. Il est pékinois, un grand pékinois par ailleurs. Et il est venu dans un petit village du Gers, à côté d'ici, à 15 km de chez moi, sur un village qui fait 100 habitants, hein, sur un projet de développement environnemental, de circuit court et de travail d'une manifestation. C'est un éco-festival autour d'un des derniers lacs creusés par des moines il y a 400 ans et qui est public. Et donc, il travaille autour de la question d'une cantine bio qui est à côté, etc. Et là, le maire me dit, je n'ai rien, mais je trouve ton truc super, mais je n'ai aucune possibilité de l'héberger. Je dis, mon garçon, ben, tant pis. Il m'a dit, mais j'ai un mobil-home que je peux prêter.
Bon. Donc, j'ai fait venir un jeune, enfin, on a fait venir un jeune pékinois, étudiant en école d'ingénieur de Lyon, dans un petit village de 100 habitants dans le fin fond du Gers, qui vivait dans un mobile-home. Et bien, ça a fait un carton. Ça a fait un carton, c'est-à-dire que non seulement ça a été la mascotte de tout le territoire à 30 km à la ronde, mais moi j'en ai entendu parler sans cesse, et ça en fait un ambassadeur super qui a même écrit une lettre à l'ambassadeur de Chine en France pour lui dire tout le bien qu'il pensait et qu'il fallait développer une site en Chine. Mais bon, donc là les problématiques sont un petit peu différentes. Bon, mais chaque chose en son temps. Mais en tout état de cause, voilà. Donc c'est un peu à la carte. C'est un peu à la carte. Et on va essayer chez des habitants. Alors c'est compliqué chez les habitants parce que on voit bien l'intérêt que ça peut avoir, l'intergénérationnalité qui est consubstantielle à notre projet. Donc on voit bien que ça peut aider. On voit bien comment on peut créer des externalités positives et favorables. Et à la fois, il faut que les jeunes aient aussi un peu de liberté, un peu d'autonomie. Il y a à équilibrer, on est en train de travailler là-dessus, mais on se démerde à chaque fois avec des situations un peu différentes. Alors quand il y en a deux, c'est plus compliqué, quand il y en a qu'un, bon, mais on essaye d'avoir quand même des binômes. Merci Thibaut. Qui souhaite réagir ou témoigner? La parole est libre. Frédéric Doué, je t'ai vu beaucoup réagir à ce que disait Thibaut. Je pense que là, c'est l'effet du floc. La vocation rurale de la Fondation RTE est sensible à ce genre d'action. Quel regard porte RTE, la Fondation, sur INSIT? Bon, d'abord, nous, on connaît bien INSIT, puisqu'on les a soutenus il y a 2 ans et là, il y a quelques mois, disons 5 mois, pour d'abord le lancement de leur opération. C'était leur première génération, je ne sais plus, 12 ou 15 premiers services civiques dans 3 communes, et puis, ou 6 communes. Et puis là, on les a aussi soutenus à l'occasion de la mise en place de ce principe d'artisan d'idées, hein, donc ce qui a été exposé tout à l'heure, qui nous a paru à la fois une réaction anti-Covid intéressante et quelque chose de plus structurant pour remettre de la connexion entre les acteurs des territoires ruraux. Donc, on a travaillé avec INSIT là-dessus. Comme le disait tout à l'heure Thibaut, on travaille également, alors modestement, je dois dire, c'est eux qui sont à la manœuvre, mais à leur côté sur leur évaluation d'impact, puisqu'ils ont désiré dès le début définir les axes de l'évaluation qui leur permettra dans environ 1 an d'évaluer leurs premiers pas en tant qu'association sur leurs 2 ou 3 premières promotions de services civiques. Par ailleurs, on est quand même très intéressé, et ça c'était avant même le Covid, par ce mélange de à la fois recours délibéré et volontariste aux outils numériques et ancrage dans des villages ruraux les plus petits où ils essayent aussi d'apporter leur contribution de lutte contre la fracture numérique, sachant par ailleurs que la région Occitanie est parmi les régions l'une de celles les mieux organisées pour, dans les années qui viennent, avoir une démarche structurée et systématique de réduction de cette fracture, avec une offre multiniveau qui est coordonnée aujourd'hui par un hub qui s'appelle le RINOC, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, réseau et hub pour l'Internet en Occitanie ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est assez satisfaisant. Il y a d'autres régions qui sont en train d'avoir leur hub aussi, hein. C'est un programme soutenu par l'État et la Caisse des dépôts et consignations qui devrait, d'ici 1 an, couvrir les 13 régions métropolitaines. Voilà. Donc, bravo, hein, beaucoup d'intuition, beaucoup de rapidité et d'agilité. On vient de l'entendre sur le logement, sur la mise en œuvre des programmes. Ne se laisse pas non plus déborder par des petits problèmes, ils les règlent voilà, au moment où ils arrivent, avec à la fois la débrouillardise qu'on attend dans le milieu rural et de la sobriété. Hein.
On ne fait pas claquer l'argent, les chèques, les dispositifs qu'on met 6 mois à mettre en œuvre. Non, c'est simple, c'est pragmatique, c'est direct, ça fonctionne bien. Voilà, c'est ce qu'on aime, nous, dans ce genre d'initiative. Bravo à Thibaut et à son équipe. Maintenant, ce que j'aimerais dire, c'est quelque chose d'un peu plus général. Moi, je crois beaucoup, surtout dans cette année ou année et demie qui est devant nous, au développement des services civiques en milieu rural. J'en avais parlé avec Thibaut déjà. Il a évidemment été précurseur là-dessus. Pourquoi précurseur? Je crois, messieurs les maires, vous qui êtes là, vous êtes tous demandeurs de services civiques auprès de vous, comme autant de héros du quotidien, disait Thibaut tout à l'heure, qui aimeraient être secondés dans leur action. Néanmoins, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de sujets à traiter. Celui du recrutement. S'il faut aller à Pékin pour les recruter, ça commence à faire loin. Bon, là, ça a fonctionné, mais ça ne fonctionnera pas toujours. Et donc, il est important de pouvoir donner sa chance aux jeunes du lieu. Comme il est important de donner sa chance à des jeunes urbains qui n'auront pas l'occasion de venir en monde rural spontanément, de venir passer 6 mois sur une mission d'intérêt général en milieu rural. Donc, effectivement, il y a des sujets comme la mobilité, le logement, et troisième sujet qui me paraît quand même important aussi, l'encadrement, c'est-à-dire que si on n'a pas quand même soit une personne jeune retraitée pleine d'énergie, parce que les jeunes sont pleins d'énergie, donc il faut pouvoir répondre, soit, c'est plus courant, un personnel municipal ou intercommunal qui s'y colle avec goût, c'est quand même compliqué. Il faut quand même avoir un encadrement de proximité. Sinon, ça risque d'être un stage parking. Et ça, ce n'est pas ce qu'on veut. Pour eux, c'est une occasion de découverte et d'un milieu et de types de relations humaines et éventuellement d'une vocation professionnelle ou d'une envie de formation, etc. Donc on ne peut pas les laisser à eux-mêmes, quelle que soit la qualité des relations humaines au quotidien. Voilà, donc il y a ces 3 points à régler. Je vous cite un travail que j'ai commencé, malheureusement c'était en janvier 2020, donc ça s'est arrêté avec le Covid, avec le ministère de l'Intérieur, où en fait, ce qu'on souhaiterait avec un certain nombre de communes ou de communautés de communes volontaires, c'est travailler sur une expérimentation. Alors, comme c'est le ministère de l'Intérieur, l'une de leurs idées, c'est de travailler sur les questions de sécurité civile, c'est-à-dire de pompiers. Vous savez combien il est important de générer du volontariat de proximité pour que les pompiers continuent à fonctionner selon un schéma de proximité, sinon tout viendra du chef-lieu. Et donc l'idée, c'est d'avoir des colocations de 4 à 8 jeunes, donc pas nécessairement en un logement, mais peut-être en un endroit quand même, qu'ils soient à proximité, avec des possibilités de déplacement qui leur seraient dédiées, donc typiquement des véhicules, et puis un programme, parce que très encadré, parce qu'un comité, je dirais, local de personnes engagées pour les accompagner, et avec un programme avec plusieurs volets, formation à la sécurité civile et au secourisme, travaux d'intérêt général pour le patrimoine, le tourisme, l'accueil de personnes sur la commune ou l'intercommunalité. Grâce à la mobilité, pouvoir intervenir non pas seulement sur la commune où cette équipe est rattachée, mais bien dans une vision de solidarité, une mutualisation entre communes en proximité. Voilà. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, moi je suis prêt à réfléchir avec vous là-dessus, parce que y a des frais à prendre en compte, et la Fondation de France est prête, la Fondation FTE est prête à y réfléchir avec vous. Merci Frédéric. Si tu le souhaites, tu peux communiquer ton adresse email sur. Je vais mettre mon courriel. Ça marche. Alors, on a 2 questions. On a 2 questions, une de Didier Roux, la première, et puis ensuite de AM.
Didier nous dit, donc le logement est à la charge de la municipalité, l'indemnité service civique, bon, c'est zéro, enfin, entre guillemets, ça ne génère pas de coût. Qu'en est-il de la nourriture et de la mobilité? C'est-à-dire effectivement comment ils vivent au quotidien? Est-ce que c'est sur leur indemnité ou est-ce qu'il y a des choses qui sont organisées en particulier? Bon, c'est très variable. En principe, oui. Alors, la question de la nourriture, ça dépend là aussi. C'est variable en fonction des endroits. Est-ce qu'ils ont le permis ou pas le permis? Est-ce qu'ils ont un véhicule ou pas? Est-ce qu'ils habitent là ou pas? Donc, à chaque fois, c'est un peu différent. Euh, on essaye au maximum de faciliter la question de la mobilité, bien entendu. Bien sûr, pour venir, et puis ensuite pour se déplacer. Et on va essayer de faire de cette difficulté un petit peu naturelle un moyen d'action pour nous. C'est-à-dire, comment est-ce que nos jeunes pourraient être demain aussi des vecteurs de mobilité et faciliter la mobilité d'autres personnes. Frédéric le disait, c'est vrai sur un bon nombre de sujets, hein, la question du secours est une question très très importante. La question agricole est une question très très importante. On voit bien qu'on a un monde rural qui est en train de muter sur ces questions-là et on est en train de travailler avec le ministère de l'Agriculture en lien avec Unicité, une autre structure, grande structure de service civique, pour développer, engager des jeunes au service de l'agriculture et de la transition agricole et écologique. Voilà. Alors, donc, voilà. Donc, à chaque fois, ça dépend un peu hein, sur les questions de. Mais j'aimerais bien que nos jeunes. On a travaillé avec WeMove et avec le nom m'échappe sur le Sud-Est, une association qui travaille aussi sur les questions de mobilité. Atchoum. Atchoum, pardon. Atchoum, ouais. Atchoum, voilà. À tes souhaits. Donc ça rejoint la question de, tu évoquais unicité, ça rejoint la question de AM. Avez-vous un agrément de service civique ou vous passez par un portage avec une autre asso? Les deux. Au début, on a fait ça. Au début, on a fait ça avec Unicité, la Ligue de l'enseignement. Ouais. Et un peu les PEP, les pupilles d'enseignement public. Et puis, parce que ça se développait vite et fort, l'agence nous a dit on est sur de l'intermédiation, ça commence à devenir compliqué. Et vous avez une vraie spécificité, donc il faut la prendre en charge. Et donc, voilà, on a un agrément maintenant. Et depuis cette année, en fait, depuis septembre 2020, voilà, on prend des jeunes directement chez INSEE. Et on va d'ailleurs travailler sur cette question de l'intermédiation pour voir comment est-ce qu'on peut mettre des jeunes aussi, accompagner des jeunes ailleurs, auprès de mairies ou d'associations. L'idée pour nous n'étant pas forcément de rester ad vitam aeternam sur les villages sur lesquels on est. L'idée, c'est de pouvoir aussi transférer notre savoir-faire et faire en sorte que sur le moyen et le long, les gens puissent, ils passent de structure où on intervient à structure partenaire, voilà, et donc qui puissent aussi gérer, comme le disait Frédéric tout à l'heure, c'est un vrai boulot hein, de gérer des jeunes en service civique, c'est un vrai accompagnement, et c'est pas n'importe quoi, sinon on fait n'importe quoi, ce qu'on voit malheureusement dans bon nombre de services publics par ailleurs, parce que c'est un vrai métier et que sur la question des impôts, sur la question éducative, c'est pas simple non plus. Donc voilà, donc c'est un vrai accompagnement et on a vocation, c'est très ouvert ici. Je disais vraiment, on est dans une démarche de transversalité, c'est aussi de transférer nos compétences. Complément de question de AM, c'est quel type de formation obligatoire et quel accompagnement pour les services civiques vous proposez aux jeunes venant sur le territoire? Cette question est dans le chat, hein, si tu veux l'avoir sous les yeux. Je ne la vois pas. Oui, voilà, c'est la question de AM à tout le monde. Quel type de formation et quel accompagnement pour les jeunes en service civique venant sur le territoire? Alors, il y a une double formation. Il y a une formation au projet. Par exemple, quand on a des jeunes qui interviennent, je cite cet exemple sur les jardins partagés. Bon, mais là, on met bien sûr une formation spécifique sur cette question agronomique, sur les questions agricoles, etc. Et puis après, il y a la formation obligatoire, civique et citoyenne des jeunes en service civique. Donc, on adapte ces deux. Il y a de la formation autour des projets sur lesquels les gens s'investissent et la formation obligatoire. Une autre question de Gilles Moutet. Alors, la réponse est un peu dans la question, vous allez voir. Comment voyez-vous l'évolution démographique des territoires ruraux compte tenu du numérique, de la pandémie et du ras-le-bol des citoyens urbains? The place to be. C'est the place to be. C'est difficile. C'est l'endroit où il faut vivre. Je pense que Gilles avait une intuition là-dessus quand même. Daniel Pougeot, comment la population est-elle associée et quelles sont ses réactions? Très, très, très intéressante question.
effectivement l'acceptabilité et l'implication. Voilà, comment ces jeunes sont-ils quelque part accueillis et intégrés? Alors, ça, c'est tout le travail de préparation en amont. À partir du moment où on a établi une feuille de route, le deuxième axe, c'est comment est-ce qu'on intègre ça dans le tissu associatif local et la dynamique de groupe. C'est plutôt très bien perçu, parce que d'abord, c'est des jeunes, soit d'ici, soit d'ailleurs, qui viennent au service de leur village. Et quand on a la moyenne du nombre d'habitants de nos villages, c'est 800. Là, c'est le chiffre de l'étude d'impact. Donc, c'est souvent des petits villages. Et donc, tout le monde se connaît. Donc, c'est très bien perçu. Moi qui ai eu la chance, moi pendant cette période, mais de me déplacer pas mal sur le terrain pour aller voir, pour aller au contact des gens. Et les gens, ils pleurent quand ils partent, nos jeunes en service civique, parce que on crée du lien. Et donc, c'est pour ça qu'il y en a qui restent, hein, par ailleurs. Donc, il y a eu très peu. J'ai un exemple en tête où, autour d'un comité des fêtes, mais parce qu'on le sait aussi dans nos territoires ruraux, c'est aussi ça. Bon, on s'empaille un peu sur des choses qui sont des fois un peu périphériques. Et donc, voilà. C'est ce que je voulais casser aussi avec le côté jeune d'ici et d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est pas forcément le fils de Maurice dont le père m'a coupé la haie il y a 45 ans et qui me l'a jamais récupéré, ou qui m'a écrasé le chat il y a 6 ans. Bon, voilà. Et donc, ah oui, c'est le fils de. Bon, voilà, ça on le connaît trop bien. Donc, il faut aussi sortir de ça. Mais ils sont perçus de façon extrêmement positive. Budgétairement, comment est-ce que c'est conçu? C'est-à-dire que il y a une ligne dédiée au budget sur l'opération, c'est un financement d'association. Comment c'est géré en fait? Alors ça, c'est grâce à Frédéric, entre autres, hein, qui participe à nous financer. Mais on a aujourd'hui, oui, pas beaucoup, ça c'est vrai, il faudra qu'on en reparle d'ailleurs. Aujourd'hui. J'ai fait l'éloge de la sobriété, hein, tout à l'heure. Oui, voilà, bien sûr, mais après bon. C'était tactique. Aujourd'hui, c'est quand même 10 salariés. On a 10 salariés, voyez, en 2 ans et demi, c'est quand même pas mal comme progression. Le budget de 2020, on est un peu plus de 300 000 euros. C'est 50-50 public-privé. Donc, 50% au financement d'État, ministère, collectivité territoriale, et puis 50% de fondations, dont la fondation RTE. C'est-à-dire que vous avez créé une entité à part alors? C'est un statut juridique, c'est une association. C'est une association, d'accord. Une association. INSEAD, c'est une association. J'aimerais par ailleurs créer à côté d'INSEAD une boîte. Alors, je suis en train de réfléchir au statut, mais dans le champ de l'économie sociale et solidaire, pour pouvoir venir aider les projets financièrement. Des projets sur lesquels on est ou pas d'ailleurs, hein, mais INSEAD nous permet d'identifier des acteurs qui, et on le sait, je sais qu'il y a quelques maires là autour de la table, à quelques milliers d'euros, on débloque une situation. Et pour aller chercher ce quelques milliers d'euros, c'est 3, 4, 5 000 euros, putain, c'est l'enfer, quoi. D'abord, c'est long, c'est compliqué, etc. Et donc, j'aimerais créer une structure en plus à côté d'INSEAD pour pouvoir venir débloquer des fonds et faciliter un peu l'émergence de projets. Moi, sur mon école, à 3 000 euros, là, je change le monde. Mais je n'ai pas ces 3 000 euros tout de suite. Voilà. Donc, il y a eu aide départementale, régionale ou d'État aussi ou pas? Oui, alors il y a des régions, la région Occitanie, la région PACA, je l'espère demain. Il y a le département des Bouches-du-Rhône, il y a la collectivité territoriale de Corse, il y a le département de la Haute-Garonne, demain le département du Gers qui nous aide. Ouais. D'accord, merci. Bon, Daniel ouvre une nouvelle piste avant que on clôture cette session. Il nous dit: le plan de relance ne peut-il pas être sollicité pour venir en aide financièrement à INSEAD? Pourquoi pas, hein, dans le cadre du projet sur la transition agricole, c'est là-dessus qu'on va aller piocher. Et je rappelle que c'est un plan de relance par les territoires, donc ce serait éminemment pertinent. Avec cette problématique, si je peux me permettre, sur le plan de relance, et là, il faut vraiment que chacun tire le signal d'alarme, qu'il y a une disparité totale entre les départements dans l'interprétation qu'en font les préfets sur les attributions. C'est-à-dire qu'il y a ce qui est valable dans le Gers n'est pas vrai en Seine-et-Marne, et ce qui est valable dans le Morbihan n'est pas vrai dans les Côtes du Nord, parce qu'il y a des petits despotes locaux qui décident d'avoir une interprétation des textes un peu particulière. Et ça, il faut vraiment qu'on se soude là-dessus, parce que récemment, j'ai interpellé justement le ministre Giraud, qui était complètement offusqué que, par exemple, dans mon département, il y ait des choses qui soient refusées par le préfet. Eh oui, ça c'est un vrai. Ça veut dire qu'il faut vraiment. C'est un sujet.
qu'on serre les rangs, je crois, sur les questions de ruralité, qu'on casse l'atomisation. J'étais très content en tous les cas de vous parler et Sébastien juste me permet de saluer mon ami Paul Joespur, que je vois depuis tout à l'heure avec plaisir, qui était un maire remarquable du département des Hautes-Pyrénées, qui était un joli département. Super. Effectivement, sur la question de l'harmonisation de ce plan de relance, je pense que les associations nationales d'élus ont un rôle clé à jouer, parce que c'est effectivement, ce sont les instances qui garantiront une forme de justice de traitement. Merci encore Thibaut Renaudin, merci Merci Sébastien. à INSIT pour ce qui est fait sur les territoires. Donc vous avez compris ce qui vous restait à faire si vous souhaitiez accueillir des Erasmus ruraux sur votre territoire et les mettre à la contribution de vos projets, en même temps les partager avec eux et puis les aider eux aussi à inventer leur propre vie. Si vous voulez bien brancher tous vos caméras, on va faire notre traditionnelle photo de classe. Voilà, pour ceux qui ont une caméra, si vous pouvez l'activer. Nicolas va faire une capture d'écran qui est une photo de classe. Voilà. Allez, le petit oiseau. Attention, ça y est, ça vient. Le petit oiseau va sortir. Je fais tout de suite. Ne bougez plus. Clic-clac. Kodak. C'est dans la boîte. Merci. Merci encore à toutes et à tous. Merci. Je vous retrouve la semaine prochaine. Je n'ai plus en tête le programme, mais de toute façon, vous recevrez une alerte, évidemment. Et puis, rappelle-nous, Thibaut, la date du prochain café de campagne. Je vais te le dire, c'est la semaine prochaine, c'est jeudi. C'est 25 à 13h. Jeudi 25 à 13h. Le jeudi 25 à 13h. Je ne saurais trop vous encourager à y participer. Merci. C'est possible de passer le lien. Ce sera possible de passer le lien. Alors, Thibaut disait que c'était sur le site web. Sur le site directement. Sur le site directement, d'accord. Ouais, ouais, tout à fait. Super. Merci beaucoup de votre attention. Merci de votre présence. Et Adichat, effectivement. Ou Agour, comme on dit dans le Pays Basque. Allez, salut à tous.